Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est le 30e de l'année 2019. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des études de marché. Plus précisément, pourquoi faire une étude de marché et puis aussi comment la faire. Alors il est vrai que dans une TPE et même dans une PME, la notion d'étude de marché, l'étude marketing est souvent mal connue, mal comprise. Et en conséquence, soit il y a rejet, soit ce qui est attendu d'une étude dépasse de loin ce qui serait raisonnable d'en attendre. Alors voyons tout d'abord à quoi sert une étude de marché, une étude marketing. En fait, il existe une multitude de problématiques où une étude marketing fait sens, mais on peut dégager quelques grandes familles. Les études produits, qui permettent d'affiner les caractéristiques d'un produit et d'un service en fonction de la demande des clients. Les études de prix, combien sont prêts à payer les clients, quels sont les prix pratiqués par la concurrence, comment optimiser la rentabilité de votre offre. Les études de distribution, quel est le mode de distribution à privilégier, quelles sont les techniques de vente à adopter. Les études qui permettent de valider le potentiel d'un point de vente. Les études de communication, pour identifier les moyens optimaux et définir les bons messages. Les études de potentiel de marché, qui vont vous permettre de définir avec relativement de précision des objectifs raisonnables de prise de part de marché, et donc d'estimer votre chiffre d'affaires. Alors la liste que je viens de vous faire, elle n'est pas exhaustive, mais elle représente une part importante des études qui sont réalisées. Voyons maintenant quels sont les différents types d'approches. Pour faire simple, il y a deux démarches. Le desk research, qui consiste à analyser des données secondaires déjà disponibles sur Internet ou ailleurs, et puis la démarche proactive, qui consiste à aller chercher auprès de participants, de répondants, les données primaires dont on va avoir besoin. Dans cette démarche proactive, il y a deux grandes familles. Les études qualitatives, qui ont pour vocation de répondre aux problématiques, explorer un problème, comprendre des attitudes. Et puis les études quantitatives, qui répondent plutôt aux problématiques, décrire quelque chose, mesurer quelque chose. Comment est réalisée une étude ? Il est important de comprendre comment on réalise une étude, parce que cela éclaire la difficulté qu'il y a à la faire soi-même ou le risque de la confier à des prestataires pour le moins légers. Commençons par les démarches traditionnelles. Dans le cas des études qualitatives, le recueil est réalisé soit par des entretiens approfondis en face à face, mais beaucoup plus souvent lors de groupes de consommateurs. 2 à 4 groupes regroupant 8 à 10 personnes, et ce pendant 2 à 3 heures. Après mise à plat des informations, le ou la chargée d'études va ensuite procéder à l'analyse, puis rédiger un rapport et présenter les résultats aux clients. C'est un processus qui va durer au grand minimum 4 semaines et souvent de l'ordre de 6 semaines, voire un petit peu plus. Dans le cas d'une étude quantitative, le recueil des données est réalisé à l'aide d'un questionnaire qu'on administre soit en face à face, par exemple à la sortie de magasin, dans des aéroports, dans des trains, soit par téléphone, soit, et c'est de plus en plus fréquent, online. Puis l'analyse des données va être généralement confiée à un statisticien, voire au chargé d'études lui-même. Ensuite va venir la phase d'interprétation, la rédaction d'un rapport, d'une synthèse et la présentation des résultats. Une étude quanti va durer de 5-6 semaines à 8 semaines, voire quelquefois un peu plus. Mais ce monde des études marketing, il n'est pas du tout figé. Il y a pas mal d'innovations. L'innovation la plus importante est apparue il y a une dizaine d'années aux États-Unis. Son succès est directement lié au développement des réseaux sociaux tels que Facebook, car les utilisateurs étant demandeurs d'interactivité, ils ne veulent plus être passifs mais proactifs, et cela se ressent dans le monde des études. Le taux de non-réponse au questionnaire va croissant, sans parler de la difficulté de joindre les répondants. Cette nouvelle démarche consiste à mettre en place de petits réseaux sociaux privés qu'on appelle des communautés, qui vont regrouper de quelques dizaines à quelques centaines de personnes. Ces communautés sont généralement mises en place pour un client donné, et elles vont fonctionner de quelques mois à plusieurs années, avec évidemment une rotation des membres. C'est un changement total de paradigme, parce que traditionnellement on utilisait une démarche top-down. L'intervieweur va au-devant du répondant qui répond aux questions et c'est terminé. Dans le cas d'une communauté, la relation est triangulaire. Il existe bien évidemment le top-down, mais apparaissent d'autres types de relations. Le bottom-up, parce que les membres de la communauté s'adressent directement à la société qui a mis en place la communauté et lui font des suggestions, des commentaires, des propositions. Il y a aussi un autre type de relation qui est le peer-to-peer, parce que les membres de la communauté échangent spontanément entre eux. Et d'ailleurs, le contenu de ces échanges est très riche d'enseignements. Alors bien évidemment, lors du recrutement pour constituer la communauté, la règle du jeu est très claire et acceptée par les participants. Ce genre en plus d'approche correspond bien à la notion de marketing agile que l'on a vu apparaître il y a à peu près 4 ou 5 ans.
Passons à la restitution des résultats. Sans langue de bois, un certain nombre d'études, c'est particulièrement vrai dans les grandes, voire très grandes entreprises, restent sur les étagères. Et elles ne sont pas vraiment exploitées par le client ou elles le sont mal. Donc la tendance actuelle est de rendre les résultats d'une étude les plus utiles possibles. Et pour ça, on a recours à de nouveaux modes de restitution. Alors par exemple, on peut citer les vidéos qui mettent en valeur des résultats clés en diffusant certaines interviews marquantes ou des montages qui vont mixer graphisme animé et vue réelle. On a aussi les dashboards qui regroupent des tableaux de bord, des infographies dynamiques. Ça offre déjà une vue globale des principaux résultats et puis ça permet à l'utilisateur de sélectionner des filtres, de faire ses propres analyses. L'autre intérêt, c'est que avec le dashboard, en cours de réalisation d'études, on peut déjà fournir des informations aux clients. Et donc c'est particulièrement encore une fois utile dans un contexte de marketing agile. Voyons maintenant la qualité des études. Elle repose en grande partie sur la qualité du recueil des données. Parce que même si le chargé d'études qui va interpréter les données après traitement est brillant, il ne pourra pas compenser les manques ou les faux signaux qui vont être donnés par des données de mauvaise qualité. Le succès passe, dans le cas d'une étude quanti, par la qualité de l'échantillon auprès duquel est administré le questionnaire. Est-il représentatif? Si oui, sur quels critères? Par la qualité des intervieweurs? Sont-ils expérimentés? Ont-ils l'habitude des thématiques étudiées? Pour une étude quali, ça passe par la qualité du recrutement des participants, et puis par exemple, est-ce qu'on a bien évité les participants qui sont quasi professionnels? Et ça passe aussi par l'expertise des animateurs, des modérateurs des groupes. Voyons maintenant le coût des études. Une étude, ça peut aller de quelques milliers d'euros, c'est le cas d'un desk research qui ne nécessitera pas d'aller collecter des données sur le terrain, à plusieurs centaines de milliers d'euros pour une étude internationale qui va être réalisée par exemple sur une dizaine de pays. Mais à titre indicatif, comptez environ 15 000 euros pour une étude qualitative qui va être réalisée auprès de 3 groupes de 8-9 consommateurs. Une étude quantitative va coûter de 15 à 40 000 euros selon la taille de l'échantillon. On va commencer par exemple par 500 et puis ça peut aller à quelques milliers. La difficulté de la cible recherchée, à savoir est-ce que c'est du grand public, des indépendants, des spécialistes au sein de moyennes et de grandes entreprises, le mode d'administration, tout ça va influer sur le coût de l'étude. Mais faites attention, si on vous propose une étude quantitative auprès de 1000 personnes et ce pour moins de 10 000 euros, je vous conseille de partir en courant puis d'utiliser l'argent pour faire un séjour aux Antilles avec la famille. À qui confier une étude? Il faut savoir qu'en France, il existe un peu plus de 400 sociétés qui sont référencées comme ayant pour activité principale les études marketing. De l'ordre de 70 appartiennent au syndicat professionnel Syntec Études. Alors, si ce label n'est pas une garantie absolue, il est quand même gage d'un certain niveau de professionnalisme. Attention, cela ne signifie pas non plus que les sociétés qui ne sont pas membres de Syntec Études soient écartées. Si vous sollicitez des prestataires, un conseil, pas plus de 3. Idéalement, vous en sollicitez 2. Vous les avez déjà préqualifiés et puis vous les prévenez qu'ils ne sont que 2 à concourir parce que cela va les motiver. Pour finir, voyons le cas particulier de l'étude de marché dans le cas d'une création d'entreprise. D'après l'Agence pour la création d'entreprise, près de 70% des défaillances sont dues soit à l'absence d'étude de marché, soit à une étude insuffisante ou mal faite. Donc, si vous pouvez vous le permettre, faites-en faire une. Je sais, c'est pas toujours facile de se dire que l'on va consacrer 15 000 euros pour faire une étude alors qu'on est déjà à court de moyens. Mais de toute façon, ça va quand même augmenter vos chances de réussite. Si vous faites faire une étude à l'extérieur, faites attention aux juniors entreprises. Un étudiant en école de commerce n'est pas un intervieweur expérimenté, ni un analyste de données, et a encore moins de recul pour interpréter les résultats des analyses. Vous allez quelquefois dépenser 4 ou 5 000 euros pour un résultat qui sera inutilisable, dans le meilleur des cas, voire dangereux, parce que si vous vous servez de ces résultats pour prendre une décision importante, vous risquez d'avoir des déboires. Pensez que si vous proposez une innovation, un organisme comme l'Anvar peut vous aider à financer l'étude. Si vous sollicitez un professionnel, choisissez-en un qui fait déjà un chiffre d'affaires de 500 000 à 1 million d'euros. C'est suffisant pour qu'il ait déjà une réelle expertise, mais c'est pas trop élevé pour que votre petit projet puisse l'intéresser. Alors maintenant voyons si vous ne pouvez pas vous permettre de recourir à un prestataire. Vous pouvez quand même faire 2 choses, et j'ai envie de dire vous devez faire 2 choses. 1. Commencez par faire une étude de type Desk Research. Utilisez Internet. Au minimum repérez qui sont vos concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent, et puis essayez d'avoir une idée de leur niveau d'activité.
Essayez aussi de quantifier le marché, au moins à grands traits. Vous vous tromperez, mais c'est pas grave, c'est mieux de se tromper, mais d'avoir déjà un ordre de grandeur. Comment vous pouvez avoir ces infos? Je vous le disais, évidemment Internet, mais vous pouvez aussi fréquenter les salons professionnels pendant lesquels il va y avoir des conférences. Vous pouvez aussi solliciter le syndicat professionnel du secteur dans lequel vous allez intervenir. Après cette étude de type Desk Research, si vous disposez d'une liste d'emails assez conséquente, disons au moins 200 de gens qui sont des potentiels prospects, tout simplement créez un questionnaire avec Google Forms, avec quelques questions relativement simples, et puis envoyez le lien à ces personnes. Cela vous donnera déjà une première approche. Voilà, j'en ai fini avec ce podcast sur les études de marché. J'espère que ces quelques éléments de réflexion vous donneront des pistes pour ensuite vous agir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée